Vieillissement au CHU de Tours, aujourd'hui extrêmement engagé avec cofondateur du Gérontopole Centre de Val-de-Loire. On vous connaît aussi pour votre engagement pour le numérique et les enjeux sur le vieillissement avec le défi. Aujourd'hui, venir nous interroger au Cantis et challenger au Cantis sur l'usage de la donnée, pour vous, en tant que gériatre, en tant que spécialiste de la donnée de santé, quels seraient pour vous les enjeux sur lesquels au Cantis doit s'approprier sur les enjeux du vieillissement ? Merci beaucoup au Cantis de me recevoir aujourd'hui sur Santé Expo dans un très beau stand, hein, on en a partagé tout à l'heure. Il y a des enjeux généraux. Et ça, c'est assez mathématique, hein. La population vieillit, on s'en rend bien compte, hein, ce qu'on appelle le tsunami gris. Hein. C'est près de 30% de la population qui va avoir plus de 60 ans en France d'ici 2050, avec des besoins qui sont fondamentalement différents de la génération précédente. On a la génération des post-seconde guerre mondiale, des 68ards qui arrivent aussi à un âge avancé et qui ont des besoins, des connexions aussi différentes sur le numérique. Et aussi des souhaits d'un accompagnement à domicile beaucoup plus important et d'une vie dans un secteur médico-social qui n'est plus la vie de l'EHPAD d'hier et qui doit être l'EHPAD de demain. Dans ce contexte-là, on a aussi deux enjeux qui sont contextuels. Hein. Vous vous en rendez bien compte, l'État n'a plus d'argent, les caisses de l'État sont assez vides et les ressources humaines et l'attractivité des métiers dans le domaine du vieillissement, c'est un peu difficile aussi. Et donc dans cette conjoncture-là, les besoins augmentent et on se dit que les ressources à la fois humaines et financières sont plus basses. Comment le numérique, l'intelligence artificielle, va permettre d'accompagner quand même correctement les parcours de soins, mais bien au-delà des parcours de soins, les parcours de vie des gens, à la fois à domicile et en institution, pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible, qu'il y ait le moins de rupture de parcours possible, qu'il y ait le plus d'intérêt aussi dans des choses beaucoup plus prédictives, d'événements indésirables, des hospitalisations, des chutes, etc. Et donc là, à mon sens, au Cantis a tout intérêt et a déjà commencé à s'investir sur le sujet. Sur la question de la pertinence et la performance économique et la performance des parcours, je ne sais pas si Jean-Jacques Romatet a pu se connecter en distance, s'il nous entend. Jean-Jacques, on vous salue. Jean-Jacques Romatet, qu'on salue, qui est dans le sud-ouest là aujourd'hui, directeur général du CHU de Toulouse, du CHU des hôpitaux de Marseille et du CHU de Nice, toujours très engagé. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Jacques, j'ai un retour son de Jean-Jacques à distance, Marc ? Est-ce que il faut qu'il parle. Si vous voulez ouvrir votre micro, monsieur Romatet. C'est les enjeux du live. Alors en attendant qu'il se connecte, Jean-Jacques, on a le plaisir d'accueillir Jean-Louis Fraisse qui fait un passage entre deux stands. Si on parle de la donnée, il y a aussi la question de la confiance, parce que Bertrand Fougère parle de la question aujourd'hui de l'impact économique, mais il y a aussi l'impact de confiance. On parle plus que jamais d'acceptabilité de la confiance numérique, entre les cyberattaques, entre les enjeux aujourd'hui d'urbanisation de la donnée, entre les enjeux d'intelligence artificielle. Quel cadre de confiance, qu'est-ce qu'on peut interroger, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, cher Jean-Louis Fraisse, pour envisager une actualité de la donnée acceptable par tous? Bonjour à tous d'abord, et puis merci au Cantis et puis à toute l'équipe et Philippe de nous accueillir sur le stand, parce que évidemment les sujets qu'on porte, aussi bien la donnée que l'intelligence artificielle, et que au Cantis travaille aujourd'hui pour faciliter la vie des établissements, on se rend compte que c'est des sujets majeurs. Alors évidemment, la donnée, on en a besoin pour les parcours de soins, pour entraîner nos algorithmes d'intelligence artificielle, et pour ça, on a besoin de données qui soient fiables, mais aussi qui soient mises à disposition, qui soient interopérables, hein, c'est ce qu'on dit régulièrement. Et puis évidemment, il faut que ces données, elles soient disponibles, et pour ça, il faut qu'elles soient réutilisables. Et pour qu'elles soient réutilisables, il faut que le patient, au départ, ait donné son accord, ou au moins n'ait pas fait d'opposition. Et donc aujourd'hui, on a un enjeu majeur pour faciliter la circulation de la donnée, notamment la réutilisation des données dans le cadre du rapport qu'on appelle le rapport Jérôme Marcharvier, hein, qui a fait un certain nombre de préconisations et pour lequel la délégation au numérique en santé en interministériel s'est saisie avec des propositions très concrètes qui viennent du ministère de la Santé. Donc la confiance, elle est excessivement importante, et
la plateforme que vous mettez en œuvre chez Aucantis, avec ce cadre de confiance qui est en train de se construire, il va être majeur dans l'usage des données, mais pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé qui veulent absolument le respect du secret médical, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les relations soignants-soignés, elles pourraient être parasitées par les outils numériques et par l'intelligence artificielle en se disant mais finalement, est-ce que tout ce que je dis à mon professionnel de santé, ça ne se balade pas partout? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et du coup, on a besoin de travailler la confiance avec ces personnes-là. Donc un enjeu éthique majeur. Si on reprend ce que dit Bertrand Fougère, on a une transition démographique qui va nous imposer d'industrialiser le modèle public et le modèle souverain. Une notion éthique, et puis une question de parcours. Jean-Jacques Romater a réussi à se connecter, il va ouvrir son micro à distance, si ça fonctionne. Oui, bonjour Jean-Jacques. Aujourd'hui, ancien directeur général de CHU, vous nous avez souvent challengé pour nous dire le sujet c'est le parcours, et qu'en fait piloter nos établissements, c'est avant tout avoir un regard sur les parcours. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer ce matin sur quel est votre constat sur l'éclatement du système de santé, sa performance et quel avenir pour les territoires. Ce que je constate, c'est que la crise est devant nous. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Dans la mesure où le système de santé français est très coûteux, plus de 10% du PIB, que les systèmes sont très hétérogènes et donc la pression va se faire beaucoup sur les établissements. Et donc la question des parcours, de la fluidité des parcours va être une question majeure. Les interfaces, le système français est très malade de ces interfaces. Comme on dit, le diable est dans les cloisons et le diable est beaucoup dans les cloisons. Et donc les établissements, dans le cadre de territoires pour certains déjà vivants, d'autres naissants, il va falloir travailler entre établissements, entre professionnels, avec alors c'est déjà commencé, bien évidemment, mais avec la pression, je pense que chacun va devoir participer à une réflexion sur les parcours pour optimiser en particulier ces zones d'interface qui posent problème. Et donc les solutions proposées par Aucantis, la possibilité d'interopérabilité sont évidemment absolument fondamentales. Et je pense que là, vous avez une offre qui va intéresser les territoires et qui va intéresser les établissements qui vont avoir une pression extrêmement forte. Jean-Jacques, ce que vous décrivez, c'est que l'enjeu, là, c'est qu'en fait, on est à un point de bascule. Un point de bascule économique. Philippe Maillard l'a rappelé, les établissements de santé sont exsangues, ont un petit chiffre, 85% des EHPAD publics sont en situation de déficit, 15% en insuffisance de trésorerie. On n'a plus les moyens. Bertrand Fougère nous dit le deuxième défi, c'est le défi démographique, si on veut maintenir notre devoir de service public. Et vous dites il va falloir penser en dehors de la boîte, ne plus raisonner la donnée au terme d'établissement, mais en termes de territoire. Et finalement, est-ce que la création de ce conseil scientifique, éthique et stratégique, c'est finalement qu'un groupement d'intérêt public comme Aucantis, cher Philippe, n'est pas aussi à un point de bascule pour interroger une autre éthique de la donnée, une autre éthique du parcours? Et j'ai une première question, c'est pourquoi s'entourer d'un conseil d'experts autour d'Aucantis? C'est quand même pas neutre de faire venir des universitaires comme Bertrand Fougère, des scientifiques comme Jean-Louis Fraisse avec une valence industrielle. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, Philippe, autour de ça? Alors pour nous, effectivement, c'est pas neuf parce qu'Aucantis, comme beaucoup de structures, on a un groupement d'intérêt public, mais on est avant toute chose des ingénieurs. Et je pense qu'une des difficultés qu'on a quand même dans nos métiers, c'est cette capacité de parler les uns avec les autres dans un intérêt commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt de notre groupement, c'est effectivement de construire et de structurer cette démarche-là. Il faut impérativement qu'on sorte de ce paradigme qui est de se dire que la science de l'ingénieur, c'est tout. On en sait une partie, mais on est loin de tout savoir. On est loin de connaître les usages, les pratiques, ce que dit effectivement Bertrand dans son discours. Donc il est impératif qu'on ait une lecture scientifique de ce que l'on fait. Ça me paraît autant nécessaire qu'indispensable. Il faut qu'on ramène, entre guillemets, les choses au sol. On parlait tout à l'heure d'économie. Je pense qu'il y a beaucoup de pertes financières parce qu'il y a une incompréhension entre ceux qui désirent et ceux qui font. Il y a trop de distance. Et aujourd'hui, il y a quand même un élément qui est assez fondamental. On parle beaucoup de données pour faire progresser la société, nos systèmes, etc. Ça nécessite beaucoup de moyens technologiques.
des investissements très très lourds. Et on n'a pas les moyens de se louper par rapport à ça. Donc l'objectif d'Ocantis aujourd'hui, c'est de ramener un petit peu le jeu au sol, c'est de se tourner vers des sachants du monde de la santé, du monde de l'hôpital, des EHPAD, de toutes les structures qui prennent en charge ceux qui sont en difficulté, qui ont des difficultés de santé, pour leur dire voilà ce que l'on est en train de bâtir, est-ce que vous le partagez, est-ce que vous le voyez de la même façon, comment on doit agir pour effectivement être plus efficace. Et en étant dans cette démarche-là, on réduira forcément les coûts, on réduira forcément, je dirais, la partie exploitation, la partie build, la partie run, et c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on veut s'inscrire, sachant que derrière, effectivement, on aura une réponse adaptée, adéquate à ce qu'on va construire. Donc tenir compte de ces prescriptions pour aussi nous faire évoluer notre réponse industrielle. Absolument. Alors du coup, professeur Fougère, moi j'ai une question qui me vient naturellement. On produit de la donnée massivement en établissement. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données et comment un conseil scientifique peut amener une nouvelle réflexion sur la valorisation de la donnée? Je pense à la recherche, je pense à l'éthique. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous challenger là, dans les prochains mois? Alors tout l'intérêt d'un conseil scientifique, c'est de pouvoir être critique. Pour l'instant, et les responsables, les directeurs d'établissement le disent très bien, en fait, ils font remonter de la donnée sans jamais trop savoir à quoi elle est utilisée. Et ils passent beaucoup de temps à faire remonter beaucoup d'informations, des fois des doublons d'informations. C'est assez fatigant, assez chronophage, dans une non-productivité derrière, enfin en tout cas un ressenti de non-productivité derrière. Or, on a plein de choses. Plein de choses. On a déjà plein de choses en dehors même des données numériques. Enfin, on remonte les données d'autonomie, on remonte les données d'escar en institution, de nutrition, etc. Et derrière, comment on peut faire progresser les choses, comment on peut rendre les choses interopérables et comment ça peut justement améliorer les parcours de vie des gens. Et ça, l'idée, c'est aussi de se dire comment on peut mutualiser. Parce que chaque établissement aussi remonte ses propres données. Et derrière, c'est tout l'intérêt aussi de ce qu'on a aussi au niveau national, comme un Health Data Hub, etc. Comment on peut avoir un environnement qui nous permet de travailler, de se comparer aux autres. Ça peut être intéressant aussi de savoir, est-ce que mon voisin qui a à peu près la même taille d'établissement, les mêmes résidents pour du médico-social, en fait, est-ce qu'il travaille différemment, est-ce que ses commandes sont différentes, etc. En tout cas, comment la donnée peut, par aussi des analyses scientifiques, nous faire progresser dans la prise en soin, mais au-delà aussi dans la qualité de vie au travail, parce que c'est hyper important. Enfin, les gens sont bien soignés parce que les soignants vont bien et parce que les soignants derrière aussi sont heureux dans leur travail. Et donc comment, en fait, grâce aux données de santé, on va arriver à rendre ça beaucoup plus fluide. Et je pense qu'on a déjà beaucoup de choses. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et il faut rendre ça en effet protégé, éthique, interopérable, lisible, parce que c'est toujours pareil, on peut avoir les meilleures données de santé du monde, on peut avoir les meilleurs dispositifs numériques du monde, si derrière ils ne sont pas utilisés, ils ne servent à rien. Donc comment on va travailler aussi l'information là-dessus. Et donc un conseil scientifique éthique et stratégique comme veut se doter Ocantis aujourd'hui, ça permet d'avoir ce regard aussi extérieur. Moi, j'ai pas d'enjeu financier avec Ocantis, je travaille pas chez Ocantis, et donc si j'ai envie de leur dire ce que vous faites là, ça va pas, j'ai pas d'enjeu en fait, à part leur dire que ça va pas. Après, ils écoutent ou ils écoutent pas. Mais en tout cas, l'objectif du conseil scientifique, c'est aussi de pouvoir challenger les idées, en proposer, et puis il faut accrocher ou pas accrocher. Et après, peut-être Philippe a parlé des sachants. Moi, il y a un grand point qui sera très très important, c'est pour qui on travaille. Et donc on travaille pour les gens. Et donc ça va être important aussi dans ce conseil scientifique qu'on puisse intégrer les gens eux-mêmes. Pour que les gens eux-mêmes puissent nous dire en fait, c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont ça va nous servir. Ou ça, vous pensez que c'est une super idée, mais nous on s'en fout en fait. Et parce que ça, c'est comme ça qu'on va avoir de l'appropriation, c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer les données de santé correctement et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser. C'est un point important, c'est que le numérique était souvent vécu comme un truc qui empêche. Et là, ce que vous nous dites, professeur Fougère, c'est faire en sorte qu'Ocantis revienne à ses fondamentaux de l'intérêt général, au service de ses adhérents et avant tout au service des professionnels de terrain pour que la donnée soit une valeur partagée. En fait, le numérique, il est déjà là. La question n'est pas de savoir si on va aller vers le numérique, on va aller vers l'intelligence artificielle. C'est déjà présent dans notre quotidien et c'est comment on va accompagner tout ça pour ne pas laisser les gens sur le carreau. Et parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent déjà. Enfin,
Plein de gens ici à Santé Expo ont une montre connectée qui va leur pas, leur saturation en oxygène, leur fréquence cardiaque. Les données de santé, on en produit plein déjà. Mais comment en fait on va les gérer? Comment on va les interpréter? Comment on va interpréter les signaux faibles pour justement être le plus prédictif possible d'événements indésirables et pouvoir intervenir précocement pour que les gens gardent leur autonomie le plus longtemps possible, restent à leur domicile le plus longtemps possible, comme ils le souhaitent. Et donc on a un enjeu de populationnel aussi au niveau des données de santé, qui est à la fois, on a dit, pour les professionnels, mais pour les gens eux-mêmes, pour qu'ils s'approprient ça et qu'on voit comment ça s'intègre dans les parcours de vie, dans les parcours de soins. C'est une transition parfaite pour Jean-Jacques Romantet, qui est connecté, qu'on ne voit pas, mais qui nous entend, qui est dans le sud-ouest aujourd'hui. Justement, cette question du parcours, Jean-Jacques, comment vous imaginez avec ce conseil scientifique travailler sur cette gouvernance de la donnée de territoire, parce que ça va supposer que chacun regarde autrement son système d'information, regarde autrement sa donnée. Qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter, vous qui avez une très très belle carrière hospitalo-universitaire, pour qu'on puisse changer aussi le modèle de ce parcours de la donnée? Ce qu'il faut aider, c'est les acteurs de terrain dans un territoire, lorsqu'ils se mettent d'accord pour travailler ensemble sur les parcours, ce qui est déjà un premier effort, qu'ils acceptent ensuite de travailler sur leurs données, qui deviennent des cimetières de données à ce stade. Elles ne sont pas restituées, je dirais, à ceux qui les produisent. Et quand on va réfléchir sur ce qui ne va pas dans les interfaces, il faut déjà s'entendre entre professionnels de la santé et ensuite travailler sur ces données pour améliorer les parcours. Donc c'est les hommes de terrain qui vont, comme l'a dit le professeur, c'est les hommes de terrain qui, à partir de leur projet, de ce qu'ils vont vouloir réaliser, vont nous challenger. Et la question de l'interopérabilité, il faut qu'elle soit derrière nous. Et il faut qu'on aille chercher les données qui dorment et d'autres qui vont naître. Par exemple, faire le lien avec celle de la médecine libérale. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ce lien. Très concrètement, ça n'existe pas. Donc, comment les acteurs de santé vont en sérénité je dirais, vis-à-vis de leurs patients, vont pouvoir utiliser ces données? C'est sortir de la technique pour arriver enfin à l'usage. C'est la promesse qu'on fait depuis 15 ans, qu'on a du mal à faire émerger. Et c'est peut-être la vigilance et l'exigence que Philippe Mayer, quand il souhaite que le conseil scientifique, éthique et stratégique apporte, c'est on passe à l'acte, maintenant on passe à table. Ça me fait pour toi, Jean-Louis, qui nous rejoint une deuxième fois, et merci encore. Moi, il y a un sujet, parce qu'on parle sur un phénomène d'accélération du temps ces derniers mois quasiment, avec une massification des usages de l'intelligence artificielle. Il y a des sujets, comme on parlait, des sujets éthiques tout à l'heure. On en fait quoi de tout ça, et comment le conseil scientifique, éthique et stratégique d'Ocantis peut s'approprier, peut être un garde-fou moral, éthique, déontologique, et comment tu vois les choses sur cette accélération du temps que la technologie exige et permet? Alors, peut-être sur l'IA, quelques petits éléments de contexte. C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, l'IA, et le numérique doivent être là pour faire gagner du temps aux professionnels de santé et pas pour leur mettre une charge morale supplémentaire, soit parce que les outils sont trop compliqués, soit parce qu'ils ne savent pas dans quelle ère ils doivent naviguer, soit parce que, évidemment, l'IA, soit on lui fait trop confiance, soit on ne lui fait pas assez confiance. Et ce n'est pas aux professionnels de santé de se dire toute la journée, mais est-ce que je peux faire confiance aux outils d'IA que l'hôpital met à ma disposition? Donc on a vraiment un enjeu d'accompagner ces professionnels de santé. Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est que tous ces outils d'IA, il faut qu'ils soient déployés dans les établissements. Et aujourd'hui, les établissements, ils ont des contraintes financières. Il y a des questions de sécurité, de cybersécurité. La France, on est de plus en plus bon sur ces sujets-là, parce qu'il y a eu des grosses vagues, mais maintenant ça va mieux. Et donc du coup, on a besoin de méthodes pour évaluer les déploiements. Et par exemple, avec la société savante d'IA Sophia Santé, on travaille sur le déploiement dans les établissements d'une méthode qui s'appelle la méthode FAIR, qui permet d'évaluer les outils d'IA en fonction du niveau de risque, de manière à voir ceux qui doivent être des dispositifs médicaux, ceux qu'on doit suivre de manière très particulière parce qu'ils sont
beaucoup plus risqué. Donc ça, c'est l'enjeu du déploiement. Et puis il y a un enjeu de formation aussi des professionnels de santé et des usagers, parce qu'on est tous des usagers de l'intelligence artificielle, de manière à bien recadrer cette utilisation de l'IA dans les établissements de santé. Et le conseil scientifique d'Ocantis, moi je pense qu'il va jouer un rôle majeur parce qu'aujourd'hui, premièrement, il y a beaucoup de questions qui se posent. La réutilisation des données de santé, l'anonymisation, la remise à disposition de ces données, mais dans quel cadre on le fait? Est-ce qu'on a le droit? Comment ça marche? Et là, on a, je pense, des éléments importants à mettre en œuvre sur l'information du bon usage de la donnée. Et puis après, on l'a dit, un des objectifs d'Ocantis, c'est le déploiement d'intelligence artificielle dans les établissements. Et donc là, le conseil scientifique il va être saisi avec des sujets précis où on va y répondre et on va essayer peut-être de proposer des guidelines de manière à ce que ce soit très concret sur le terrain. Donc à mon avis, c'est des éléments majeurs qui sont en train de se passer parce que on voit bien que le ministère de la Santé est très 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 actif sur ces sujets-là avec des recommandations qui sont très pertinentes. La Haute Autorité de Santé aussi, mais Ocantis a aussi beaucoup d'activités dans la recherche clinique avec sa nouvelle plateforme. Donc il y a les soins d'un côté, il y a la recherche clinique de l'autre, donc il y a un pied d'un côté, un pied de l'autre, avec des contraintes légales qui ne sont pas complètement les mêmes, cousines mais pas complètement les mêmes. Et je pense qu'il faut que le conseil scientifique soit saisi de manière à proposer des axes stratégiques peut-être supplémentaires pour Ocantis, mais aussi justement pour apporter de l'information et de l'éclaircissement. On voit bien, cher Jean-Louis, dans ta synthèse, là, qu'on est en train de changer d'étape pour Ocantis, Philippe Mayer, de fournisseur de solutions numériques à aujourd'hui un groupement d'intérêt public qui accompagne l'accélération du rythme des établissements, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans une accélération effrénée, une course sans fin. Avant que Bertrand, au nom de l'ensemble du conseil scientifique, parce que c'est un travail de collectif que vous entourez, là vous êtes les trois premiers, Jean-Jacques, Jean-Louis et Bertrand, mais on va l'élargir, il va être aussi à l'image de cette société plus féminine, de tous les âges, du secteur de la santé, du secteur médico-social. Avant que Bertrand puisse nous dire un mot conclusif, Philippe, j'aimerais que tu nous dises cette fameuse phrase, la confiance que nous fait les membres des conseils scientifiques, elle nous honore autant qu'elle nous engage. C'est quoi l'engagement d'Ocantis pour accompagner ce conseil scientifique? C'est écouter. C'est écouter ce qui nous sera dit, en sortant là encore de ce paradigme, de croire qu'effectivement, on sait tout de A à Z en tant qu'ingénieur. Tout à l'heure, ce que j'exprimais, c'est qu'effectivement, un des vrais problèmes de notre milieu du numérique, c'est qu'on a trop tendance à croire qu'on peut agir tout seul. Et ce qui fait que derrière, les coûts, les modes de fonctionnement, les dysfonctionnements sont le résultat d'une absence d'écoute, d'une absence de partage. On a un groupement d'intérêt public, on travaille dans l'intérêt effectivement des patients. Derrière, il y a des patients. Tu es patient, potentiellement patient, je suis potentiellement... On est tous potentiellement patients. Donc on doit faire les choses dans ce sens-là. Et je pense qu'effectivement, ça va être notre force. C'est effectivement, il n'y aura pas d'ingérence de notre part, de ma part en tout cas. On écoutera ce qui nous sera dit, on partagera. Mais effectivement, c'est d'écouter ceux qui nous diront, allez sur ce sujet-là. On parlait beaucoup d'IA, parce qu'aujourd'hui l'IA, on en fait dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de marketing, mais il faut ramener ça aussi au sol, de façon très très pragmatique, avec de l'efficience, de l'efficacité, pour qu'effectivement, et comme tu le disais Jean-Louis, que les utilisateurs se sentent en sécurité par rapport à tout ça. Donc moi, ce que j'attends effectivement, c'est du bon sens et de l'écoute, et un vrai partage. Et comme ça, on ira encore beaucoup plus vite. Alors du coup... à vous, messieurs et mesdames, bientôt. Bertrand, c'est quoi les prochaines étapes pour ce conseil scientifique ? Pour rester dans la thématique, en fait, on va rendre interopérable le conseil scientifique et Ocantis, pour faire en sorte que justement les discussions puissent se faire de façon plus fluide. Et puis en effet, tu l'as dit, il y a des enjeux, là pour l'instant, on est trois à avoir été sollicités. Il va falloir être encore plus pluridisciplinaire, encore plus féminisé notamment, parce que là, vous voyez, on a encore 4 hommes devant vous. Aussi, je le redis, mais on travaille pour les gens et donc il faut qu'il y ait des vrais usagers aussi qui nous accompagnent dans ce conseil scientifique, des gens qui vont aussi nous challenger sur ce qu'on dit, parce que voilà, entre l'ingénieur, les sachants, en fait il faut les usagers aussi dans ce conseil scientifique.
et ça va le faire, si tout le monde a de l'énergie et le sourire pour le faire. On peut le dire, déjà 4 couloirs identifiés sur la recherche clinique. Jean-Louis, on en a parlé, sur la mise à disposition à travers nos entrepôts de données des établissements médico-sociaux pour lancer les premières expérimentations sur la valorisation de la donnée du grand âge. On en a parlé dans notre expérimentation. Jean-Jacques Romantet nous challenge pour travailler sur la question du parcours entre médecine physique de réadaptation libérale et sanitaire. Les premières pistes très concrètes aujourd'hui sur la question aussi de l'usage et la mise à disposition des données de recherche clinique, notamment avec les techniques d'anonymisation et les gros enjeux éthiques. Et puis, on ne trahit pas sa venue. Le professeur Karine Lefebvre de l'EHESP va nous accompagner aussi sur le volet éthique. C'est donc une étape majeure. Je tiens à remercier l'ensemble des premiers membres du conseil scientifique et d'Ocantis. C'est une étape majeure. Merci à vous tous. C'est ainsi, cher Philippe, de commencer Santexpo 2026 sous l'angle du conseil scientifique, et je te laisserai en quelques mots conclure cette séquence. Effectivement, c'est aussi pour nous... C'est maintenant depuis 2020 qu'on a redéfini une stratégie et un plan de déploiement. C'est un moment de maturité pour nous. C'est ce que ça marque. Aujourd'hui, on a beaucoup construit, je le disais tout à l'heure en tant qu'ingénieur. Maintenant, il faut qu'on prenne du recul, qu'on prenne de la hauteur, qu'on se fasse accompagner. Et à partir de là, on va démultiplier effectivement des capacités à répondre à la réalité du terrain. C'est bien ça. Alors, à la réalité technique, fonctionnelle, mais aussi économique. Parce qu'on est un groupement d'intérêt public et on se doit, ça a déjà été dit, d'avoir cette réponse qui soit en adéquation avec la demande du terrain. Le meilleur est devant nous. Merci à tous et bon salon, bonne édition 2026.